Bonjour à tous. Ce matin, donc moi, je vais vous parler de WordPress. Je vais vous parler de création de silos. Je vais vous parler de maillage interne. L'idée et le but de cette conférence, c'est de vous montrer comment fonctionne WordPress, vous montrer tout ce que vous faites mal et vous montrer tout ce que vous pourriez faire de bien pour améliorer votre référencement naturel. Je vais juste commencer très rapidement par me présenter. Je m'appelle Daniel Roch, ça fait 10 ans que je fais ce métier. J'ai créé une agence qui s'appelle SOMix avec le petit mixeur que vous voyez là. Et j'ai un profil à la fois de consultant SEO et un profil de développeur. Et l'avantage, c'est que quand on mixe les deux, on peut faire pas mal d'optimisation technique et on peut s'amuser à réellement pousser notre outil un petit peu plus loin. Et là, le but, c'est que je vous explique, nous, ce qu'on sait faire, ce qu'on connaît de WordPress, ce que le CMS fait mal et ce qu'il fait bien, pour réellement gagner en visibilité. Et on va commencer, alors, tout doucement, avec une petite introduction sur ce qu'est un silo réellement, à quoi ça vous sert, qu'est-ce que ça va permettre en termes de référencement naturel et qu'est-ce que ça va permettre pour l'utilisateur. Parce que vous verrez qu'il y a plein d'optimisations qu'on va faire qui impactent les deux. C'est-à-dire que ça va aussi augmenter votre conversion, ça va améliorer votre image de marque, ça va faciliter la navigation, améliorer l'ergonomie et ainsi de suite. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça. Et donc c'est quoi un silo? Le meilleur exemple, un petit site e-commerce tout petit qui le fait plutôt bien sur ses différentes gammes de produits. Là, vous êtes dans un silo informatique. Et un silo, c'est tout simplement dans un site internet, quelle que soit sa thématique, de regrouper l'intégralité de vos contenus sur une thématique précise, de répondre à l'intention de l'utilisateur, à son besoin, c'est-à-dire que si je tape ordinateur portable par exemple dans Google, qu'est-ce que je recherche en tant qu'internaute, et de faire un maillage interne optimisé par rapport à ça. Si vous regardez la capture d'écran, on est bien dans la section informatique, sous-section ordinateur portable, et vous avez le menu principal qui change en fonction de la section où vous êtes. Ça, c'est un très bon exemple de silo, du principe même de fonctionnement. Et donc, à quoi ça sert? D'abord d'un point de vue SEO, il y a plusieurs intérêts. Le premier, qui est très simple, c'est que si vous rangez correctement vos contenus, vous allez aider le moteur de recherche à comprendre la thématique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de pousser vos pages principales. Quand vous allez créer des silos, naturellement, vous allez avoir des pages principales, des pages secondaires, et donc vous allez faire plus de liens vers vos pages principales, vous allez donner beaucoup plus de poids. Et de la même façon, ça va vous forcer à répondre à l'intention utilisateur. Ce n'est pas juste je publie des contenus comme ça en vrac, vous allez devoir comprendre ce que l'internaute recherche et faire matcher par rapport à vos produits, vos services et vos contenus. Et dans le même temps, c'est ce que je vous disais, l'autre intérêt, c'est l'utilisateur. C'est être capable, pour l'internaute, de comprendre parfaitement où est-ce qu'il est dans votre site, de trouver facilement un produit ou un autre contenu, de comprendre exactement quelles sont les autres thématiques liées. Je prends l'exemple, ça va être, vous êtes dans une fiche produit, je vais avoir soit des fiches produits équivalentes, soit je vais pouvoir naviguer dans la section supérieure, soit je vais trouver des conseils pour m'aider à utiliser ce produit-là. Ça va avoir tout cet intérêt-là. Et petite remarque, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est impossible pour un vrai site de créer un silo parfait. Alors même si c'est le sujet de la conférence, je le dis juste parce que vous aurez toujours des problématiques sur lesquelles vous ne pourrez pas en fait, diverger. L'exemple typique, c'est les pages un peu principales de votre site, votre page à propos, votre page mention légale, la page contact, ainsi de suite, qui viennent toujours légèrement polluer un silo. Donc vous ne pourrez jamais en faire un parfait. On va faire un petit peu d'abord d'explications techniques sur la conception même d'un silo. Vous verrez tout à l'heure, dans WordPress, je vous montrerai des éléments purement utilisateurs. Moi, quand je vais rédiger un contenu, comment je rédige pour créer un silo, et des éléments purement techniques. Comment est-ce que j'optimise techniquement mon thème, mes extensions pour avoir un silo parfait. On repart à la base d'un des algorithmes de Google, le PageRank, qui, en résumé, dit une chose toute simple, dès que je fais un lien vers une page, je lui transmets de la popularité. Plus une page a de liens, plus la page est populaire, et donc plus il y a de chances que vous apparaissiez dans les moteurs de recherche. Ça, c'est le principe de base. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est le concept du surfeur aléatoire. Le surfeur aléatoire, c'est une notion mathématique, c'est la probabilité que va avoir Google de tomber sur une page de votre site. Plus j'ai de liens vers une page, plus la probabilité augmente. Et grosso modo, le surfeur aléatoire, c'est ni plus ni moins que le PageRank. C'est le concept qu'il y a derrière.
qui sous-entend à la base que tous les liens se valent. Dès que j'ai un lien, ce lien transmet de la popularité. En fait, le vrai concept, et c'est là où on va devoir aller un peu plus loin, c'est le concept du surfeur raisonnable. Donc ça, c'est une capture d'écran d'un des brevets de Google des années 2010 et des poussières. Et le surfeur raisonnable, il fonctionne autrement, il fonctionne comme l'internaute. Il va se dire qu'un lien ne vaut pas un autre dans la page. Plus un lien est mis en avant, plus ce lien a de poids, plus ce lien est secondaire, plus il sera écarté. L'exemple typique, j'ai créé un contenu, je fais un lien dans mon contenu directement vers une autre page. Ce lien-là, lui, il va avoir de l'importance. À l'inverse, j'ai un lien dans le pied de page, lui, il sera beaucoup moins pertinent. Il aura beaucoup moins de poids dans mon maillage interne. Ce qui veut dire une chose, déjà de base, dans la rédaction même de tous vos contenus, de vos pages, de vos fiches produits et ainsi de suite, les liens à l'intérieur même du contenu sont ceux qui auront le plus de poids pour le moteur de recherche. Donc s'il y a des pages qui vous intéressent et que vous créez des liens vers cette page, il vous met un lien à l'intérieur de votre contenu que dans le pied de page ou que dans une sidebar. Ça, c'est un principe qui est hyper important pour comprendre tout le reste. Une fois qu'on sait ça, il faut comprendre aussi une autre chose très importante dont tout dépend. C'est-à-dire que tout ce que je vais raconter après ne servira à rien si vous ne faites pas correctement un audit de mots-clés. C'est-à-dire que si vous ne faites pas une vraie analyse en long, large et en travers de votre secteur d'activité, de votre propre site, de vos concurrents et des autres sites de la thématique, tout ce que je dirai après ne servira à rien. Il faut être capable de comprendre exactement quels sont les mots-clés intéressants. Alors quand je parle de mots-clés intéressants, c'est le volume de recherche. Est-ce que le mot-clé est suffisamment tapé ? Quelle est l'intention qu'il y a derrière ? Et surtout, est-ce que moi, derrière, je suis capable d'y répondre ? Vous allez avoir comme ça deux types de mots-clés. Le mot-clé où ça traite de votre thématique, mais où il n'y a pas forcément un produit ou un service que vous pouvez proposer juste derrière. Et à l'inverse, des fois, il y a une problématique de l'internaute et vous pouvez y répondre. Exemple typique, une agence SEO. Si je fais un article sur l'audit SEO, là, je suis pile dans l'intention de recherche et je suis capable de proposer une prestation pour y répondre. Et des audits de mots-clés, vous pourriez avoir ce genre de choses. Alors ça, c'était un extrait d'un audit de mots-clés qu'on a fait pour notre propre agence. Alors on a flouté, mais grosso modo, vous avez tous vos mots-clés. Vous avez le volume de recherche qu'il y a derrière, donc le nombre de fois où c'est tapé par mois, ça c'est intéressant. Mais ce qui est réellement intéressant, en fait, c'est tout le tri que vous faites après. Un tri par thématique, mais après, un tri par typologie de requête. Par exemple, la colonne intention de requête, il y avait des mots-clés qui recherchaient spécifiquement une prestation, d'autres qui cherchaient spécifiquement plutôt un métier ou un type de société, et ainsi de suite. Et en classant tous ces mots-clé's-là, vous allez beaucoup mieux comprendre en fait l'internaute, comment il recherche vos produits ou vos services, et ainsi de suite. D'ailleurs, petite remarque en passant, on a tous le vilain défaut d'utiliser les termes de notre métier. C'est-à-dire que moi, je parlais de SEO. Il faut savoir qu'une partie des prospects des agences SEO, ils vont taper comment être dans Google. Le terme SEO, ça leur passe à 4 km au-dessus de la tête. Donc mettez-vous toujours à la place de l'internaute quand vous faites cette analyse. Et une fois que vous avez votre tableau de la mort, vous allez faire un petit peu de rangement. C'est-à-dire qu'avant même d'aller attaquer WordPress, il faut d'abord que votre structure, les sections, les différentes thématiques de votre site soient clairement définies. Vous allez ranger, classer. Alors là, avec un petit schéma, vous pouvez utiliser des outils de mind map, c'est très pratique pour ça. Mais voilà, vous allez définir la structure telle que vous voudriez l'avoir. Et j'insiste dessus, si vous ne faites pas ce travail-là, de vous dire, moi, sur WordPress, j'ai besoin de telle section avec tel type de contenu, tel type de produit, d'articles, etc., vous n'utiliserez pas correctement WordPress après. C'est systématique. Et donc, une fois que vous avez fait ce joli petit travail, on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet et on va pouvoir s'intéresser à WordPress. Et avant de vous montrer comment dans WordPress on fait des silos, on va faire un petit cours théorique sur comment fonctionne réellement le CMS. Alors, nous, à l'agence, on est spécialisé dedans, donc je vais prêcher pour ma paroisse. WordPress, c'est un très bon CMS, très modulable, à une seule condition, être capable de correctement le comprendre. C'est un CMS qui a un énorme défaut, il est trop facile d'utilisation, ce qui fait que les gens font n'importe quoi avec. Dans nos audits, par exemple, nous, on revoit toujours les mêmes problématiques. Et sur les silos, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, alors que c'est des éléments très simples en fait, à mettre en place. Donc un petit peu de définition d'abord.
La notion d'abord de taxonomie et de termes de taxonomie. Alors, dans WordPress, quand vous l'installez, il vous propose nativement des articles, des pages, des catégories et des étiquettes. Les catégories et les étiquettes, c'est ce qu'on appelle une taxonomie. Une taxonomie, c'est une façon de classer un élément. Et chaque élément de ma taxonomie est un terme. Si je reprends ici ce site, l'item WordPress, c'est la taxonomie des catégories et c'est le terme WordPress. Référencement naturel, c'est la même chose. C'est ma taxonomie des catégories et c'est le terme référencement naturel. Ça, vous verrez tout à l'heure pourquoi c'est important. Ça, c'est le premier fonctionnement. Deuxième fonctionnement, c'est les post-types et les posts. Donc, tout comme mes catégories et mes étiquettes de WordPress, j'installe WordPress, j'ai des pages et j'ai des articles. Page et article, c'est ce qu'on appelle un post-type, un type de contenu. Et en fait, chaque publication est un post. Un article est un post, une page est un post, et si vous avez un autre post-type produit, par exemple pour ceux qui ont des boutiques e-commerce, chaque produit est un post, d'un point de vue technique. Des articles et des pages. Et alors le plus important sur ces deux définitions, c'est de savoir que vous pouvez tout foutre à la poubelle. Ce n'est pas parce que j'ai des articles et des pages que je suis obligé de les utiliser. Si j'ai envie, en 5 lignes de code, j'éradique les articles, les pages, les catégories et les étiquettes de WordPress, ça n'existe plus. Le plus important, c'est de voir WordPress comme un outil que vous allez en fait rendre modulable et vous allez pouvoir créer toutes les taxonomies et les post-types dont vous aurez besoin par rapport à votre secteur d'activité. Et comment on fait ça? On fait ça avec une autre définition, on fait ça avec des hooks. Alors les hooks, pour expliquer le concept, les développeurs de WordPress, dans le CMS, ils ont créé plein de fonctions pour faire plein de choses. Et dans ces fonctions, eux, ils ont déterminé, ils ont fait des choix. Ils ont dit, par exemple, la fonction des menus, elle fonctionne comme ça. La fonction pour afficher le contenu, elle fonctionne comme ça, et ainsi de suite. Et dans leur code, ils ont créé des hooks. Ces hooks, ça permet à un autre développeur de venir intercepter le fonctionnement natif de WordPress. J'intercepte une fonction et je la modifie à volonté. Et on peut faire tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, la plupart des extensions que vous utilisez au quotidien sur WordPress utilisent des hooks. Si vous avez, je ne sais pas moi, une extension d'articles relatifs, l'extension d'articles relatifs, je sais déjà qu'elle va se greffer sur le hook TheContent et elle va dire à chaque fois que tu m'affiches le contenu, à la fin, tu me rajoutes les articles relatifs. Et les hooks, il y en a des milliers et des milliers dans le cœur de WordPress. Et toute l'optimisation technique va reposer là-dessus. De dire à WordPress, ce que tu allais faire nativement ne me convient pas, il va falloir qu'on le modifie. Et malheureusement sur WordPress, un des éléments qui va être extrêmement problématique, c'est que ce que vous faites en back-office, quand vous rédigez un article, une page, quand vous créez une catégorie, et ainsi de suite, ne correspond pas du tout au rendu HTML final, puisque c'est votre thème qui va générer l'HTML. Et donc le rendu que vous aviez rédigé n'est pas forcément celui qui va être vu par Google. Et gardez bien en tête une chose très importante, Google se fiche complètement d'être sur un article, une page, une catégorie. Il veut une seule chose, c'est une URL est optimisée pour une requête. Peu importe ce qu'il y a derrière en fait techniquement. Donc de vous dire, je vais faire des articles pour mes tutoriels et puis des pages pour les choses un peu statiques, en fait on s'en fout. On pourrait tout faire en page, tout faire en article ou tout faire avec un autre post-type. Vous pouvez vraiment faire un peu ce que vous voulez. Et donc on va maintenant montrer un peu comment on fait quand même, un peu de détails sur les différentes optimisations et bonnes pratiques. Alors vous verrez, il y aura un mélange à la fois de conseils utilisateurs, plutôt destinés aux rédacteurs, aux responsables marketing, communication, et des éléments purement techniques. Et je n'ai pas précisé non plus, les slides, je les remettrai sur SlideShare aussi à la fin de la conférence, parce que vous verrez, il y aura pas mal de lignes de code, donc pour les recopier, ce sera quand même beaucoup plus simple. On va commencer par la base. Pour l'instant, on ne regarde pas le thème, on ne regarde pas vos extensions, c'est d'abord l'utilisateur. Première règle, elle est toute bête, c'est de vous dire pour chacun de vos types de contenus, vous allez les classer dans une taxonomie que vous allez juger être la taxonomie principale, votre vecteur principal de classification. Et dans cette taxonomie, je choisis un seul terme. Alors, si je reprends article et catégorie, je choisis une catégorie et je n'en choisis qu'une seule qui va classer mon contenu. De toute façon, si à un moment donné vous hésitez entre deux catégories, c'est que vous avez mal pensé la structure de votre site. Et donc vous devez recommencer. Petite remarque au passage, n'utilisez jamais les étiquettes qui vont être un désastre absolu en référencement naturel.
Et troisième conseil, c'est celui qui est le plus important et que les gens font malheureusement souvent n'importe quoi avec. Dans une taxonomie, vous devez avoir un critère commun de classification. C'est-à-dire que si j'utilise une taxonomie précise, elle ne doit pas me permettre de classer des contenus selon différents types de classements. Prenons un exemple. Il y a plein de sites sur lesquels on tombe, dans lesquels j'ai des catégories par thème, et puis d'un coup j'ai une catégorie coup de cœur. Mais la catégorie coup de cœur, ce n'est pas une classification par thématique, c'est une classification par mise en avant. Et donc on mélange tout et n'importe quoi ensemble, et l'idée c'est justement de dire, non, il faut que je fasse une taxonomie par type de classification. Donc par exemple, si je devais classer un film, je pourrais utiliser par exemple les catégories pour les classer par genre, science-fiction, policier, etc. Mais je devrais créer une autre taxonomie pour le faire par réalisateur, ou par décennie, ou par n'importe quel autre mode de classification. Et ça vous permettra de créer de vrais silos. Donc ça, c'est vraiment un travail utilisateur. Ensuite, toujours dans les remarques, pour l'instant assez simples, ne négligez pas le maillage interne réel. Ce que je vous disais sur le surfeur raisonnable, c'est-à-dire que quand je crée des sections et que je crée des articles dedans, c'est à moi, rédacteur, d'aller mettre des liens à l'intérieur de mon contenu vers les pages que je veux mettre en avant. Alors, petite remarque, il existe des extensions qui vous permettent de faire du maillage automatique à vos risques et périls, c'est-à-dire que vous pouvez le faire, mais il faut bien paramétrer l'extension pour pas qu'elle fasse n'importe quoi. Mais il n'empêche que le lien dans votre contenu, ça reste ce qui est le plus efficace. 3 autres petites remarques aussi. Dans les paramétrages de base de WordPress, la structure des liens de votre site, allez au plus simple. Donc vous avez le paramétrage qu'on appelle postname, qui est celui maintenant par défaut, et qui vous permet d'avoir des URL très simples. Si j'insiste dessus, c'est que ça vous permet après de déplacer des contenus, par exemple d'une catégorie à une autre, sans devoir faire de redirection 301 et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est une première chose. Faites très attention, je vais y revenir après, à tout ce qui est zone commune de votre site. Donc tout ce qui est widget, tout ce qui est bloc Gutenberg qui liste des contenus, tout ce qui est sidebar, tout ce qui est footer, ça c'est la meilleure façon de casser vos silos parce que ça va faire des liens un petit peu partout et n'importe comment. Donc ça, je vais y revenir après. Et un exemple de maillage interne que vous pouvez, de petits conseils déjà tout bêtes, je vous conseille très fortement de mettre en place des systèmes d'articles relatifs. C'est-à-dire que déjà d'automatiser une partie du maillage entre contenus ayant à peu près le même thème, mais d'ajouter une petite condition, c'est que ce maillage ne se fasse qu'avec des éléments ayant absolument la même catégorie. De ne pas mélanger tout et n'importe quoi, même si des fois vous pouvez avoir le même mot ou le même terme dans le nom de l'article. Tout ça, c'est des choses, entre guillemets, pour nous assez basiques. C'est un paramétrage, puis après des bonnes pratiques à mettre en place. La phase suivante, elle est beaucoup plus embêtante. Là, vous aurez besoin d'un développeur. C'est d'aller corriger tout ce que votre thème ou vos extensions vont mal faire. Je vous ai fait une magnifique capture d'écran du thème par défaut actuel de WordPress 2020, dans lequel vous avez juste le haut d'un article. Là, déjà de base, je sais que le thème n'est pas optimisé. Et peu importe ce que je ferai en back-office, je n'aurai pas de bon silo. Pourquoi ? Parce que juste sur ce haut d'article, donc là je suis sur la page d'accueil du site, je fais un lien vers la catégorie, je fais un premier lien vers l'article, puis je fais un lien vers la page auteur, puis je fais un deuxième lien vers l'article avec une encre qui ne sert à rien, puis je fais encore un troisième lien vers l'article. Et je fais comme ça plein de liens en fait, qui vont être inutiles et qui vont venir polluer tout mon maillage interne. Et le but du jeu, c'est de chasser tous les liens inutiles. L'exemple le plus simple, c'est que si j'avais cliqué sur le nom de la catégorie, j'aurais eu le même listing. Et donc chaque article aurait fait un lien sur lui-même, puisque chaque article listé aurait fait un lien vers sa catégorie, qui est l'URL où je suis déjà présent. Et des erreurs comme ça, ou des choses pas logiques, ça arrive hyper fréquemment. Ou l'exemple typique, ça veut dire que l'auteur là, qui s'appelle test, il va recevoir plein de liens dans mon site. Donc je vais donner beaucoup de poids à test, alors que test, en fait, c'est une page extrêmement secondaire de mon site. Moi, je veux pousser, mettre en avant des articles, des produits, des services, et ainsi de suite. Et cette chasse aux liens, malheureusement, il vous fera un petit développeur. Et soit vous avez de la chance, vous avez un thème bien fait, et il pourra facilement corriger les petits défauts de SEO, ou alors vous avez des thèmes un peu fourre-tout. Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Divi ou des choses comme ça. Voilà, c'est ce genre de thème, nous, ça nous fait hurler à l'agence, parce que vouloir intervenir dessus, c'est la croix et la bannière pour juste modifier un lien ou une optimisation de temps de chargement. Donc ça, c'est un gros travail. On va continuer. On va regarder tous les éléments qui sont générés par mon WordPress
que ce soit par mon thème ou par une extension, et je vais vérifier comment ils sont générés, puisque c'est des éléments sur lesquels finalement, en fait, je n'ai pas vraiment la main, moi, en back-office, c'est automatiquement généré. Donc à vous de regarder le paramétrage des extensions que vous avez, mais est-ce que ces éléments-là, quand ils vont rajouter des liens, est-ce qu'ils vont le faire correctement? Si je prends l'exemple des articles relatifs, si je suis dans la section A et que j'ai un article dedans, est-ce que cet article ne fait pas des liens vers des articles de la section B? C'est des choses toutes bêtes, mais ça, c'est ce qui vient détruire en long, large, en travers tout le système de structure et de silo optimisé d'un WordPress. Et on va prendre un exemple. Un exemple, hop, trop vite. Les articles récents. On va prendre un élément très basique de pas mal de thèmes. Alors, à gauche, vous avez l'interface widget. À droite, vous avez l'interface des blocs Gutenberg. Et en gros, le principe est simple, c'est que le client, le site a mis un petit article, un petit widget, dans lequel on a une zone du site, en pied de page ou en sidebar, qui affiche les derniers articles récents de mon site. Bon, pourquoi pas, mais en termes de silo de maillage interne, c'est catastrophique. Parce que ça veut dire que je n'ai pas la main sur ces liens-là, et ces liens vont faire n'importe quoi. Ils vont faire des liens vers n'importe quelle section du site, partout sur mon site. D'abord, quand on va vouloir corriger ça, la solution la plus simple, ce sera de dire au client, ce widget, il saute, tout simplement, c'est beaucoup plus pratique. Après, vous arrivez à avoir gain de cause ou pas. Imaginons que le client ne souhaite pas, il veut garder ses articles récents. Et je vais venir corriger. Soit vous êtes dans la partie widget, et là, pas de bol, il n'y a aucun paramétrage. Donc ça, c'est vraiment la capture d'écran dans l'administration de WordPress. Je ne peux pas sélectionner de catégorie. Dans le bloc Gutenberg, j'ai un peu plus de chance, je peux aller sélectionner manuellement une catégorie. Bon, ça implique qu'à chaque fois qu'il rajoute le bloc, qu'il pense à aller chercher la bonne catégorie. Donc, on va faire un peu de hook. Je vous explique un peu le concept, parce qu'en fait, c'est très simple en termes de code. Je vais me greffer sur le hook qui correspond au widget article récent. Donc, il faut fouiller un peu dans le code de WordPress, et ce hook s'appelle widget post arg, ce que vous avez sur la première ligne. Et moi, ce que je fais, c'est que je crée une fonction qui va se greffer dessus. Ma petite fonction, SEMix filter widget recent post current cat. J'aime des noms de fonctions à rallonge. Et en gros, à l'intérieur, je vous dis deux choses. D'abord, sur la troisième ligne, si je suis sur une catégorie, if catégorie, et je dis si tu es dans une catégorie donc, que tu vas m'afficher ton widget, tu me filtres tous les articles que tu allais afficher et je ne veux que des articles de la section en cours. Donc quand je serai dans la catégorie A, les articles récents, ce ne seront que les articles récents de la section A. Pareil dans la section B, dans la section C, et ainsi de suite. L'avantage, c'est que ça s'applique à l'intégralité de votre site. Deuxième cas de figure, le else if. Si je suis sur un contenu, c'est le même principe. Je récupère la catégorie du contenu et je lui dis je ne veux que des articles récents de cette catégorie-là. Et au passage, la dernière ligne, le post not in, j'exclus l'article lui-même. Puisque si je viens de publier un article, c'est mon article le plus récent. Donc quand je suis dessus, je ne veux pas qu'il s'affiche lui-même quand je suis en train de le consulter. Je sais déjà que c'est l'article récent, je suis en train de le lire. Donc là encore, vous voyez, c'est aussi des principes de base d'ergonomie. Je ne fais pas de lien vers moi-même et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple. On peut après aller beaucoup plus loin, et c'est là où toute la réflexion que vous avez eue en amont sur l'audit de mots-clés, sur le besoin utilisateur, sur le mind map est important. Vous pouvez modifier le comportement à volonté des taxonomies et des post-types de WordPress. Exemple typique, c'est ce que vous avez ici. Quand vous créez une page, vous ne pouvez pas la catégoriser. Puis vous dites, non, c'est dommage, parce que moi, mes pages, c'est mes prestations de service. Donc j'aimerais bien que mes prestations de service soient dans ma catégorie où je parle de cette thématique. Avec deux fonctions, vous allez en fait tout simplement dire, en fait non, les pages, je peux les catégoriser, et quand je serai dans la catégorie, je vais afficher à la fois des articles et des pages entièrement en automatique. Donc la première fonction, c'est ça. Celle qui s'appelle SEMix add pages to loop, c'est de dire, les pages, quand tu m'affiches une catégorie et que tu vas m'afficher les contenus, tu vas aussi me chercher les pages que j'ai catégorisées. Et la deuxième fonction que vous avez ici, avec la fonction register taxonomy for object type, c'est de dire, en fait, les pages, tu peux utiliser les catégories. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il faut juste partir de votre besoin. Donc là, en l'occurrence, un client qui avait besoin d'afficher des pages
à l'intérieur de ces catégories. Parce que le gros défaut, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont ça sur leur site, c'est que vous avez des pages de prestations de services, et puis rangé ailleurs, vous avez un blog. Puis le blog, ça reparle de vos prestations de services. Mais en fait, vous avez créé 2 sections de votre site qui parlent de la même thématique. Et l'idée, c'est de fusionner tout ça. Je vous donne un deuxième exemple. Voilà, un petit site e-commerce qui vend des produits de puériculture pour la maternité, etc. Et là, en gros, vous avez donc la fin de la catégorie de produits. Donc, j'affiche des fiches produits dans lesquelles les gens vont pouvoir acheter. Et en fait, j'ai dit, moi, les articles de base de WordPress, je veux les ajouter à la taxonomie des catégories de produits. J'ai dit à mon système e-commerce, en fait, je peux aussi catégoriser mes articles avec mes catégories classiques, mais quand je n'ai pas envie, je le fais avec des catégories de produits. Et automatiquement, dans la même section, sur une même thématique, j'affiche tous mes produits, tous mes conseils liés. Et ça, c'est honnêtement, techniquement, assez simple. Bon, c'est pas très beau, parce qu'on n'avait pas de budget pour le graphisme, mais l'idée, voilà, c'est ça le principe, c'est de vous dire, moi, mon besoin, quand par exemple, quelqu'un a besoin d'aller acheter une écharpe de portage, certes, la personne veut des produits, mais après, il y a plusieurs types d'écharpes de portage. Comment est-ce que je choisis laquelle est adaptée à ma morphologie ou à ma manière de vivre, etc., etc. Donc ça, c'est des choses vraiment toutes bêtes, mais qui sont assez simples à mettre en place. Mais après, vous pouvez vous amuser. On continue un petit peu. Alors, je ne vous ai pas mis le code parce qu'il fait 40 km de long. On peut automatiser les silos aussi. Je m'explique. Vous catégorisez des sections. Chaque section, vous allez donner une thématique principale et vous allez ranger tous vos contenus. Le problème de votre menu principal, c'est que souvent, il y a des menus avec des sous-menus. Pire encore, il y a les méga menus de certains clients avec des liens un peu partout. Donc, ça fait du maillage un peu n'importe comment. Et là, le but du jeu, c'est de se dire, non, moi, je vais automatiser mon maillage interne. C'est-à-dire qu'avec WordPress, c'est pareil, on reprend un hook et on dit, donc là, je suis dans la catégorie markup. Donc ça, c'est avant. Donc quand je consulte la catégorie markup, je vois tout le sous-menu et le sous-sous-menu de mon autre catégorie. Et avec un hook, je lui dis, non, tant que tu n'es pas dans cette section-là, tous les autres sous-menus du menu, tu me les dégages proprement. Et dès que j'arrive, dès que je l'active, tout ce qu'il y avait dans parent catégorie disparaît. Par contre, si je clique sur parent catégorie, mon sous-menu réapparaît. C'est un peu d'ailleurs ce que fait Amazon. Quand vous rentrez dans une section précise, il y a une grande partie des menus principaux qui disparaissent. Et au final, ce n'est pas gênant. Parce qu'en général, quand un internaute est intéressé par une thématique chez vous, il y a peu de chances qu'il soit intéressé par toutes les autres thématiques que vous pourriez proposer. Donc ça encore, c'est qu'un exemple. Vous partez de votre besoin et de la manière dont est conçu votre site. On peut encore aller plus loin. Donc ça, c'est notre le nouveau truc qui nous fait bien marrer à l'agence. D'aller un cran au-dessus. Je m'explique. Depuis tout à l'heure, je vous dis, on a des contenus qu'on va catégoriser. Le problème dans WordPress d'une taxonomie, c'est que par défaut, une taxonomie n'a quasiment aucun contenu. Quand vous rentrez dans une catégorie par défaut, une catégorie sur WordPress, ce n'est qu'un listing d'articles. Alors, les référenceurs en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent un petit bloc de texte au-dessus, un petit bloc de texte en dessous, et c'est parti. Et nous, on s'est dit, non, c'est complètement foireux, on voudrait avoir du vrai contenu. C'est-à-dire que ma tête de silo, ma catégorie principale, j'ai un vrai éditeur. Donc ce qu'on fait, nous, mécaniquement, maintenant, on crée un custom post type privé, c'est-à-dire qui n'a pas d'URL accessible publiquement, dans lequel j'ai le petit éditeur Gutenberg avec mes petits blocs que je glisse à droite à gauche. Celle-ci, je l'associe à une catégorie, je dis, voilà, ce contenu Gutenberg, je l'aimerais dans telle catégorie, et je vais juste modifier le template pour aller récupérer le contenu. Ce qui donne, par exemple, hop, là, trop vite, ça. Ça, chez nous, c'est une catégorie. Et pourtant, tout le contenu est 100% géré par un Gutenberg. Donc, j'ai un éditeur de blocs. Et mon gros avantage, c'est que je suis capable de personnaliser à volonté chaque catégorie en fonction de l'intention utilisateur. Je suis capable, sur la thématique WordPress, de me dire, les gens qui tapent WordPress dans Google, qu'est-ce qu'ils cherchent? En général, ils veulent télécharger le CMS, avoir des informations dessus, et ainsi de suite. Ce qui fait que nous, on a un petit pitch, un petit bloc qu'est-ce que WordPress. Ensuite, on a créé ici des petits blocs Gutenberg, en plus qu'on automatise. Donc le chiffre se met à jour automatiquement toutes les heures avec les bons chiffres de part de marché. On va avoir un peu plus bas, alors ce n'est pas sur la capture d'écran, les liens de téléchargement de la dernière version, qu'on automatise aussi, et ainsi de suite. Et en bas, alors la capture d'écran, elles sont un peu trop longues nos catégories, et en bas, j'ai le listing d'articles classiques.
Ce qui fait que je peux catégoriser tous mes contenus et je peux pousser les pages qui m'intéressent. Et je fais vraiment du sur-mesure. Bon, là, par contre, je vous le dis tout de suite, hein, il vous faut un dev. Il n'y a pas d'extension qui vous permet actuellement de faire ça facilement. Mais là, vous êtes capable de faire des sections hyper abouties et en plus, catégorie par catégorie, de vous dire, voilà, moi, mon besoin, c'est quoi? Et grande étape supplémentaire, là, je vous ai donné plein d'exemples. Chaque cas est particulier, donc c'est après à vous de tester, de voir par rapport à votre audit de mots-clés ce qu'il en est. Mais le plus important quand vous faites du siloing, quand vous faites du maillage interne, c'est de vérifier. C'est-à-dire que vous pensez avoir mis en place un silo, vous devez impérativement vérifier techniquement que c'est correctement en place. Parce que entre ce que je vois de mon site et ce qu'il y a réellement en fait pour le Google, il y a un gouffre. Donc vous devez absolument faire des visualisations de silos. Donc là, par exemple, c'est avec le petit logiciel Gephi. Pour ceux qui ne connaissent pas, chaque rond correspond à une des URL de mon site. Plus le rond est gros, plus il a de la popularité en interne. Et dans Gephi, ce que j'aime bien, c'est que la couleur, là, le petit code couleur, ce n'est pas moi qui le fais, c'est un algorithme de complémentarité qui essaie de me déterminer si oui ou non j'ai des sections homogènes. En d'autres termes, est-ce que oui ou non j'ai des silos thématiques. Et pourquoi c'est important, c'est que vous allez pouvoir itérer là-dessus, faire des modifications, refaire une visualisation et vérifier que c'est correctement en place. Petite remarque rapide sur les visualisations, aucun outil n'est parfait. Je vous montre le même site. Donc là, c'est une visualisation dans cocon.se, le même dans Essolizer, le même encore dans Screaming Frog et le même encore dans Gephi. Aucun n'est parfait, parce qu'en fait, ils ont tous des avantages et inconvénients. Moi, d'un point de vue purement technique, Gephi va beaucoup plus loin, mais il est beaucoup plus chiant à utiliser. Ceux qui ont déjà utilisé Gephi dans la salle pourront confirmer, c'est un peu imbuvable, mais n'empêche qu'on peut aller plus loin dans l'analyse. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est de pouvoir vérifier que vous avez correctement mis en place. Je vous donne quelques petites astuces de visualisation rapide. Hop, trop loin. Notamment, je vais y arriver, sur Gephi. Nous, on utilise donc un logiciel d'abord de crawl qui s'appelle Screaming Frog, qui nous permet de crawler le site. Donc, on a toutes les URL, tous les liens. Et on l'importe dans Gephi. Et dans Gephi, quand vous importez des liens et qu'après vous calculez le PageRank, vous avez une petite case à cocher en bas à droite qui s'appelle « Utiliser le poids des liens ». Ben, en fait, quand vous allez importer, depuis l'avant-dernière ou la dernière version de Screaming Frog, quand vous avez des liens, vous avez ça en fait comme colonne qui apparaît. Ça vous dit exactement où est-ce que le lien a été trouvé dans le code HTML de votre page. Ce qui veut dire une chose, quand vous crawlez et que vous avez la liste de vos liens, vous êtes capable de les pondérer, de dire ça c'est un lien qui est dans mon contenu, ça c'est un lien qui est dans mon footer, ça c'est un lien qui est dans ma sidebar. Vous le pondérez et quand vous allez visualiser le site, vous allez donner plus de poids au lien interne et donc vous verrez mieux la structure telle que Google la voit. L'autre chose aussi qu'on aime beaucoup faire à l'agence sur ce type de choses, on prend un WordPress et pour vérifier nos silos, on lui demande d'afficher cette fois-ci que les liens mutuels. Quand une page A fait un lien vers une page B et que B refait un lien vers A. Théoriquement, si je suis dans un silo, je devrais avoir des grappes de liens mutuels. Et donc là, j'ai bien un silo bien fait à gauche, celui en haut à peu près, et en bas, on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a encore des liens qui se baladent un peu n'importe comment et que je devrais aller corriger. Et dernier exemple, ça aussi, on aime bien le faire quand on a le temps. Vous avez encore un autre algorithme dans Gephi qui s'appelle Betweenness Centrality, qui vous permet de colorer comme ça votre structure. Et en gros, plus le rond est coloré, plus ce nœud apparaît souvent pour passer d'une page A à une page B. En gros, plus ce nœud est coloré, plus cette page sert de page de transit dans des sections et entre différentes pages. Ce qui veut dire que normalement, si j'ai bien fait mon travail, je dois avoir mes têtes de silo qui sont extrêmement colorées, puisque tout revient à elles et tout repart vers les contenus du silo. Et donc ça, ce travail-là, alors Gephi ou pas Gephi, mais il faut absolument que vous puissiez visualiser une structure et pas vous dire bah, « moi j'ai bien catégorisé, mon développeur il a corrigé les liens, c'est bon ». Vous n'imaginez pas ce que WordPress peut faire comme petits liens à droite à gauche, n'importe comment. Et pour vous montrer, pour terminer, un exemple de site sur lequel on a mis en place les catégories Gutenberg. Donc ça, c'est tel qu'il est aujourd'hui. Alors, juste petite remarque que je vous mets là, ça reste un mauvais exemple pour 2-3 petites raisons. D'une part, il n'y a pas assez de contenu pour faire des vrais silos. C'est-à-dire que quand vous avez un petit site avec peu de pages, peu de produits,
vous ne ferez jamais des vraies grappes, etc. En général, quand on parle de silo, c'est que vous avez des niveaux, des sous-niveaux, des sous-sous-niveaux, et ainsi de suite. Deuxième chose, c'est qu'on n'a pas encore mis en place toutes nos catégories Gutenberg parce qu'il y a pas mal de contenu à rédiger. Et dernière remarque, on a aussi nos pages mentions légales, les choses comme ça qui viennent polluer. Mais ça, c'est tel qu'il est. Pour s'amuser, on se dit, bah, en fait, ça ressemble à quoi avec WordPress, avec le thème par défaut? Ça ressemble à ça. Donc, pour rappel, la couleur, elle est calculée automatiquement pour essayer de déterminer des sections. Donc là, en gros, c'est le bordel. Voilà, et c'est mon WordPress avec le thème classique va faire des liens à droite, à gauche, n'importe comment, et peu importe ce que je fais en back-office, ça va casser toute ma structure interne. Et ça, c'est en appliquant tous les conseils qu'on a fait avant. C'est-à-dire que là, j'ai éliminé tous les liens qui ne servent à rien dans mon thème. J'ai nettoyé automatiquement mon menu. J'ai nettoyé automatiquement mes widgets. J'ai fait mes catégories Gutenberg comme il fallait, et ainsi de suite. Et là, déjà, on donne beaucoup, beaucoup plus de poids à mes têtes de silo. Et surtout, on est capable de créer des vraies zones thématiques. Donc c'est comme ça, en fait, que vous devez travailler, à la fois du point de vue de l'utilisateur, lui dire de comment rédiger correctement, faire des liens internes, bien choisir un seul terme d'une taxonomie. Et après, vous aurez forcément besoin d'un développeur pour venir corriger tout ce que votre thème et ce que vos extensions vont faire incorrectement. Et j'ai terminé.